recording. Voilà. Donc, il s'agit à nouveau d'un atelier au Centre de culture numérique. On va essayer de se poser la question de la 3D sur le web, sur les navigateurs. On va essayer de trouver des exemples qu'on va essayer de manipuler. On va essayer de se poser la question de la création de ces objets 3D, puis on verra différentes méthodes et différents outils qui permettent de créer de la 3D, des objets 3D. On verra aussi une façon assez simple d'en créer, c'est en essayant de capturer des objets qui existent dans la réalité, donc par l'intermédiaire de scan 3D. Et on verra aussi des outils de publication, comment on peut mettre facilement des objets 3D sur le web. Alors, un bref historique, très rapidement. La notion de 3D sur le web, ce n'est pas quelque chose qui est ancien, pas qui est nouveau, c'est ancien en fait. En 1995, il y avait déjà une technologie qui permettait de faire ça, qui s'appelait le VRML, mais elle ne s'est pas énormément développée. Ce n'est pas devenu quelque chose de très répandu. Et pour ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. À votre avis, ce serait quoi? Pourquoi on n'a pas de la 3D partout sur le web? Pourquoi ça ne s'est pas répandu? L'argent. L'argent? Non, c'est pas... C'est trop compliqué à appliquer tout ça. Les outils Trop compliqué? Pardon? Le calculateur, il n'a pas forcément l'écran. Ouais. Alors c'est vrai, hein, surtout en 95. En 95, quand on téléchargeait une image, qu'il y avait une image sur une page web, ça arrivait ligne par ligne. Pour de la 3D, c'est encore pire parce que ça n'arrive pas ligne par ligne. Il faut attendre que toute la scène soit chargée avant qu'on puisse la visualiser. Donc c'était très long d'attendre pour avoir quelque chose. Ensuite, quand on fait de la 3D en temps réel dans un navigateur, les ordinateurs doivent calculer, parce qu'il faut faire des calculs pour visualiser tout ça. En 95, ce n'était pas vraiment le cas pour la plupart des machines. Il y a tout plein d'autres raisons. J'ai mis un lien vers une discussion ici en anglais. Il y a quand même des outils qui existent encore sur cette technologie-là. Elle va peut-être encore se développer avec les casques de réalité virtuelle, vous savez, comme les Oculus Rift. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous allez rencontrer de plus courant en termes de 3D sur le web. Après, il y a eu Flash, qui est une technologie qui permet de faire de la 2D, donc des animations en 2D, qui nécessitait, comme le VRML, un plugin, quelque chose qu'il fallait rajouter au navigateur pour pouvoir visualiser les choses. Et par la suite, Flash a permis de faire aussi de la 3D, mais Flash n'est pas supporté sur les mobiles, donc sur Android et sur iOS, et c'est un format qui est sur le déclin. Et puis finalement, il y a peu de temps, on a enfin une technologie qui offre tout plein d'avantages, qui s'appelle le WebGL. Donc Web, c'est pour les navigateurs, c'est pour le web. GL, ça veut dire Graphic Library. Donc c'est une librairie graphique. C'est capable d'utiliser directement les capacités graphiques de l'ordinateur. Donc s'il y a une carte graphique, elle va l'utiliser. C'est aussi standard, donc c'est supporté par Apple, Google, Microsoft, etc. Et c'est aussi quelque chose de multiplateforme. Donc ça marche sur tous les navigateurs aujourd'hui, tous les navigateurs modernes, sauf Opera Mini qui ne le supporte pas encore, mais il y a peu de gens qui utilisent Opera Mini. Donc c'est intéressant. Alors après, ce dont je vais vous parler aussi, c'est on va rester dans du web traditionnel et on va voir comment on peut l'agrémenter, on va dire, de 3D. Lorsqu'il y a eu ces discussions en 1995 par rapport à un web en 3D, l'idée d'aller chercher de l'information dans un web qui serait entièrement en 3D, cette idée-là, elle ne s'est pas non plus démocratisée. Parce que finalement, l'humain, peut-être qu'il préfère lire des textes en 2D, voir des images en 2D et des vidéos, et qu'il n'a pas forcément envie d'avoir une navigation qui permet d'aller au contenu en 3D. Donc on va plutôt essayer de voir ce qu'apporterait en plus la 3D à des choses qu'on fait déjà. Et je ne vais pas ici parler d'environnement persistant comme Second Life, etc., sur lequel on peut effectivement mettre tout plein de contenu qu'on a aussi sur le web. Alors, des exemples. Les premiers exemples de choses qu'on peut manipuler en 3D, ça vient d'une sorte de sous-culture qu'on appelle la démo scène. La scène démo, et c'est des gens qui vont essayer de faire des trucs un petit peu artistiques avec des technologies qui viennent juste d'être disponibles pour montrer un petit peu leurs compétences.
Et donc c'est ni des simulations, c'est ni des jeux, mais c'est simplement des démos technologiques et artistiques en même temps. Par exemple, je vais essayer d'en trouver quelques-unes. Donc ici, il y en a tout plein, c'est tout plein d'exemples avec le code HTML ou JavaScript qui est derrière, qui permet de faire ces choses-là. Donc ça, c'est tout simple, hein, c'est des ballons qui tombent, et puis c'est un peu interactif, parce que si je clique ici quelque part, j'ai les ballons qui arrivent. Il y a tout plein d'exemples comme ça. Bon, ça n'apporte pas grand-chose, hein, mais bon, par exemple, là, c'est une sorte de personne qui s'est enregistrée en 3D, en tout cas son contour, et je peux, moi, interagir avec cette sorte de vidéo 3D. Donc là encore, c'est juste de la démo, et puis il y en a tout plein. Il y a une autre page qui en a beaucoup, des démos. Chrome Experiment. Tout à l'heure, on avait vu une sorte de piscine de ballons. Je vais essayer d'en trouver une que j'aime bien. Ouais, c'est celle-là. Donc, par exemple, ici, c'est une piscine. Et donc, c'est en 3D, je peux interagir, je peux tourner. Je vois qu'il y a de la physique aussi. Je peux je peux bouger et je peux lâcher le ballon et puis il tombe, etc. Bon. Donc ça fonctionne dans un navigateur comme tous les autres éléments ici qu'on a à côté. Je vais fermer celui-là aussi. Et maintenant on commence à voir des choses qui sont plus de l'ordre de l'utilité plutôt que de la démo. Et un des projets intéressants, c'est un projet français qui s'appelle Sketchfab. Et ça se définit comme une sorte de YouTube de la 3D. L'idée, YouTube, c'est que les gens peuvent publier leurs vidéos facilement sur une plateforme pour les partager avec les autres. Là, l'idée, c'est de permettre aux gens de publier facilement des objets 3D qu'ils auraient créés et de le partager avec d'autres. Et là, on va voir ce que ça peut apporter d'un point de vue de l'usage, d'un point de vue de l'apprentissage ou de l'éducation. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples rapidement. Donc là, par exemple, c'est un anthropologue ici à l'université, chez nous. Et ouais, vous le connaissez, ouais. Et donc, il vous a montré peut-être ces masques-là qu'il a scannés. Et donc, ensuite, il va utiliser cette plateforme qui est gratuite, hein, que tout le monde peut utiliser. C'est gratuit tant que vos modèles sont publics. Si vous voulez la possibilité de le faire en privé, c'est payant. Mais ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que du coup, ces collections qui sont inaccessibles parce que protégées, etc., eh ben, elles sont disponibles pour tout le monde, tous les chercheurs ou les gens qui sont intéressés par ces objets qui sont uniques et qui aimeraient pouvoir les étudier, etc., eh ben, ils peuvent le faire de cette façon-là. On a aussi on a d'autres chercheurs ici à l'université qui utilisent ce site. Je vais essayer de les retrouver rapidement. Je vais aller là. Par exemple, c'était ici. Donc ça, c'est des archéologues. Donc là, par exemple, ils ont scanné une statuette. Bon, le contraste n'est pas terrible, on a du mal à cause de la lumière là. Mais c'est quand même super intéressant de pouvoir voir en détail la statuette et puis de pouvoir la manipuler de cette façon-là sans prendre le risque évidemment de la casser. Et ils peuvent aller plus loin, hein. Ils peuvent aussi scanner des sols, hein, des chantiers de fouilles, ce qui leur donne après une bonne idée de la disposition des choses, mais en 3D plutôt que simplement en 2D. Donc cet outil-là, vous voyez, c'est comme sur YouTube, il y a un bouton Upload, et on appuie sur Upload, et puis là, il nous demande un fichier en format 3D, et on verra comment on va créer des formats 3D. Mais ça peut aller aussi plus loin. Je vais montrer un autre exemple. On peut aussi enregistrer des animations. Par exemple, vous voulez apprendre une danse populaire. Souvent en vidéo, c'est pas forcément évident parce que vous avez souvent qu'un seul angle de vue. Donc là, vous pouvez enfin voir de côté comment c'est, voir du dessus, voir d'en dessous la position des pieds, etc. Donc là, l'intérêt évidemment, c'est qu'on peut, on peut choisir l'angle qu'on souhaite. Et
Donc pour Noël, hein, vous aurez tous appris ça. Hein. Et ça peut aller plus loin parce qu'on peut même faire une sorte de parcours dans une scène 3D. Donc on peut faire un parcours dans une scène 3D. Salut Peggy. Donc là par exemple c'est un monument place de la République. Donc on pourrait simplement donner une photo et puis expliquer un petit peu les choses. Et là ben, on a l'objet en 3D. Donc ça on a déjà vu précédemment. Mais on a aussi des sortes de points d'intérêt qui sont notés ici sur ce monument-là. Et on peut cliquer sur un point d'intérêt. Par exemple, je vais aller sur le 5. Et ça change automatiquement les points de vue. Et ça explique ce qui est intéressant dans cette partie-là. On donne une partie texte. Et on peut même avoir ici donc un parcours. Si je regarde en bas à droite, j'ai des flèches. Et là, on peut quasiment raconter une histoire. Là, je passe sur la statue qui représente la liberté. Maintenant, on va passer sur celle qui représente l'égalité. Donc, on peut vraiment faire une sorte de scénario, d'histoire pour essayer de raconter un monument ou bien une ville en 3D ou une partie, une maison. Alors, du coup, le point de départ, alors si je clique sur celui-là, je vais aller, le 1, c'est là, ouais. C'est là où il y a le lion. Donc, monument de la République, et là, il y a un petit descriptif. Et ensuite, ça passe aux différents... ensuite, ça va ici, sur le 2, ça c'est la Marianne, etc. Il faut s'inscrire pour faire ça? Non, ça c'est public. Donc vous pouvez tout à fait aller... Alors là, c'est l'adresse ici, là. Mais on peut aussi... Il y a un bouton partager, share. Et là, il y a une adresse un peu plus courte quand on clique sur partager. Et ici, l'auteur permet aussi de l'encastrer dans une autre page. Donc si vous faites une page sur la France, par exemple, et que vous voulez encastrer dans cette page comme une vidéo YouTube, mais encastrer ces modèles 3D, vous pouvez aussi le faire. Et certains auteurs permettent même de télécharger leur création 3D, et puis il peut y aussi avoir des licences Creative Commons. C'est ça, hein, il y a des licences Creative Commons sur Sketchfab, je crois. Comme pour les photos. Hein, ouais. Donc, ouais, voilà. Et puis, si vous créez un compte, après, vous pouvez faire vos likes, ou bien suivre les personnes qui vous intéressent. C'est exactement le même principe que sur les autres réseaux sociaux ou les médias sociaux. Du coup, c'est un YouTube, mais avec la vidéo 3D. Ouais, c'est ça. Hein, et c'est comme ça qu'ils se définissent. Hein. Ils se définissent comme étant un YouTube de la 3D, pour permettre aux gens... Et surtout, ce qui est génial, c'est que ça marche sur tous les navigateurs, ça marche en mobilité, et surtout, il n'y a pas besoin d'installer quelque chose, il n'y a pas besoin de plugin, il n'y a pas besoin de viewer. Ça n'utilise que des technologies qui sont standards. Donc là, on peut imaginer tout plein d'usages, soit pour la recherche, soit pour la pédagogie. Donc ça, c'est intéressant. Au Portugal, on a fait tous les bâtiments du XVIIIe siècle, on les a reconstitués en 3D à partir de technologies comme ça, parce qu'il y a eu le tremblement de terre de 1755 qui a rasé Lisbonne, donc elle a été reconstruite et donc les bâtiments ont été perdus. On a réussi à partir des plans et des recherches de reconstituer. Donc on peut voir la Lisbonne d'autrefois en 3D. Et c'est publié comme ça, on peut le voir comment? On peut le voir sur YouTube. Ah ouais, mais donc là on est sur une vidéo. Ils l'ont fait en forme de vidéo, ouais. Ils ont mis plusieurs exemplaires. D'accord. Maintenant, il pourrait reprendre une partie en tout cas de la ville ou des bâtiments symboliques, et puis il pourrait aussi le rendre accessible comme ça. Que les gens puissent effectivement manipuler en fait. Ouais. Alors il y a d'autres outils qui existent, hein, mais qui sont un petit peu plus techniques. Si vous voulez faire à peu près la même chose que Sketchfab, avoir une page HTML qui est déjà construite avec l'animation, etc., il y a un outil qui s'appelle Blend for Web qui permet de le faire, mais ça utilise Blender, je le montrerai après, c'est un peu technique, mais c'est juste pour les... Et si vous voulez vraiment être dans les très techniques, hein, vous avez une librairie qui s'appelle 3.js, et ça c'est pour les développeurs, et qui permet de développer un peu plus facilement ces jeux et ces simulations interactives en WebGL, donc qui fonctionnent dans le navigateur, sans nécessité donc de téléchargement de viewer. Donc là, il y a tout plein de choses qui existent, mais c'est de la programmation, ça, pour le coup. Donc on va aller vite là-dessus. Voilà. Alors, donc ça, on a vu quoi, que effectivement la 3D sur le web, ça fonctionne maintenant.
C'est plus un obstacle. Et ça fonctionne depuis finalement très peu de temps. Le fait que ce soit multiplateforme. Donc maintenant, comment est-ce qu'on crée des choses en 3D? Donc là, en fait, il y a plusieurs approches. Et aujourd'hui, il y a tout plein de gens qui créent des choses en 3D franchement s'en rendre compte. Et on va commencer par l'approche traditionnelle. Et je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D qui permet d'aller très loin, puisque tous les ans, ils font une petite vidéo, enfin une petite, entre guillemets, animation, pour montrer les capacités du logiciel. Et ce logiciel-là, qui est donc gratuit et qui est maintenant à un niveau très proche des logiciels commerciaux, si ce n'est pas équivalent, permet de faire des choses sympas, mais il faut quand même un peu de travail. Ça, c'est un mouton, il veut se suicider parce qu'il habite sur un caillou et il est avec d'autres moutons. Bon, le caillou, on le voit. Alors, malheureusement, on ne voit pas bien ici dans cette salle. Bon, on lui demande pourquoi il veut se suicider, quoi, parce que bon, il dit que ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que la 3D, elle est vraiment très propre. Les poils et tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire. On voit le vent aussi dans la chevelure, etc. Donc on est dans une qualité qui est proche des Pixar et des choses, de choses là. Bon, en fait, on va pas voir le truc, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais vous voyez un peu le principe. Bon, après, il se réveille un petit peu différent. Je pense qu'il aurait souhaité se suicider, en fait, là. Puis là, maintenant, il est... Les théories de l'évolution, c'est compliqué. Lui, il sort de l'autre côté. Bon, donc ce qui est intéressant, c'est que si vous souhaitez faire ça et si vous avez beaucoup de temps et vous êtes super fort, maintenant il y a vraiment des outils qui sont gratuits, qui sont open source, qui existent et on peut faire ça. Mais traditionnellement, la façon dont ça fonctionne, c'est pas de la matière numérique qui arrive dans un bloc et puis on va sculpter de la matière numérique comme on sculpte des statues de pierre. Pour faire de la 3D, traditionnellement, on va modeler en fait les surfaces de l'objet qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que là, la première image, c'était une image 3D que j'ai faite en suivant un tutoriel sur le net. Et vous voyez que si on regarde le mode édition, on voit tout plein de petites de segments, de points, etc., qui correspondent en fait à la surface de ces objets 3D. Alors je vais vous montrer ça rapidement, je vous montrerai d'autres outils. Celui-là, Blender, il est intéressant mais il est complexe, parce qu'il permet de tout faire. Il est surtout complètement généraliste. Complexe dans le sens où il faudra quand même investir quelques heures pour le maîtriser, il faudra quand même suivre des tutoriels. Mais vous avez des gamins, des très jeunes enfants qui arrivent à faire des trucs incroyables dans ce logiciel-là. Donc typiquement, si on commence ici, on a ici un cube, c'est magnifique. Et là on voit effectivement qu'on a des arêtes, des points, qu'on peut prendre un point, qu'on peut le déplacer, qu'on peut sélectionner plusieurs points, etc. On peut essayer de créer très rapidement quelque chose, tout simplement, pour voir un peu comment ça fonctionne, juste pour comprendre le principe d'une création 3D. Ici, je vois que je peux sélectionner des points, des arêtes ou des faces. Donc, par exemple, si je prends ici, je sélectionne cette face-là, je peux par exemple bouger ça. Okay, bon. Très bien. Ici, je pourrais par exemple bouger ça. On pourrait essayer par exemple de faire très rapidement la cathédrale, enfin juste une version très très schématisée. Okay. Sinon, ça va. Surtout que je suis pas très doué, donc voilà. Alors il y a tout plein d'outils qui existent là sur la gauche. Il y en a un notamment qui permet de couper, knife, le couteau. Donc je vais prendre le couteau et je peux passer d'un point là, et puis là je vais couper, et je me suis mis dans la vue dessus. Et puis là, je vais essayer de revoir un petit peu notre... ça, c'est là, on va dire que c'est le rez-de-chaussée de la cathédrale. On va partir comme ça. Et là, on va dire que c'est le fronton de la cathédrale, là où on a toutes les trois portes, là, trois portes principales.
Donc ok, si ça c'est le début, ben maintenant je peux sélectionner ça. Là si vous regardez là, les outils, on peut aussi extruder, ça veut dire prendre une partie puis hop, la sortir. Donc je connais le raccourci clavier, alors je vais me mettre ici, voilà j'extrude. Et alors nous on est fiers de notre cathédrale, donc on va la monter vers le haut. Suffisamment, ouais, là j'exagère un peu, et là les gens vont tomber. Donc il est important que ça reste quand même un peu stable. Bon bah voilà, mince, il m'arrête là. Ok. En fait c'est l'émotion, voilà, ok. Donc là j'ai le début, hein, j'ai le fronton, je vais repasser dans la vue de dessus, hein, et puis je vais essayer de rajouter la flèche, donc je vais repasser sur le couteau, sauf que je suis passé sur autre chose, là. Je vais repasser sur le couteau. Donc je vais me mettre ici, et ensuite je vais faire ça, je descends, et je fais ceci, et puis voilà, donc maintenant je vais sélectionner cette face-là, je vais extruder aussi vers le haut, voilà. Alors la flèche, on va quand même la mettre aussi, donc je vais extruder vers le haut, encore, c'est une sacrée cathédrale, hein. Et après là on peut scale, on peut scale. Donc là, vous voyez, je fais une petite pointe là. Qu'est-ce que tu Alors, fais? C'est dur? Tu fais ça avec ta souris? Ouais, non, en fait, il y a tout plein d'outils. Là, j'ai utilisé l'outil Scale, sauf que je connais les raccourcis clavier. Scale, c'est S. Ah, c'est plus dur Donc, que ça, ça a l'air facile. Ben, en fait, il faut apprendre quelques raccourcis clavier, ça aide beaucoup. Sinon, après, c'est fatigant, mais vous pouvez le faire aussi à la souris. C'est juste que c'est fatigant. Et puis, bon, si on veut vraiment... quelque chose qui soit par exemple là, j'aurais bien aimé quelque chose de super pointu, ben je pourrais par exemple, alors n'ayez pas peur, hein, c'est merde, je vais reprendre cette fois-ci je vais sélectionner que des points, alors j'ai repris points, et parce que j'aimerais sélectionner les 4 points ici, là, voilà. Et puis après il y a un menu contextuel qui est vachement bien, c'est W, et puis si vous lui dites que vous voulez alors moi ce que je veux c'est merge, vous voyez merge, ah, il est là, je fais un peu, voilà, et je veux le merge at center, voilà, et là c'est quand même, ah merde, il faut que j'arrête de le toucher. Par contre, je vais le monter vers le haut parce qu'on est quand même vachement fiers de la cathédrale. Voilà, donc ça c'est, je vais arrêter de bouger la cathédrale parce que les gens vont se sentir mal, mais voilà quoi, j'ai déjà une cathédrale. Ça ressemble un peu, non? Ouais. Vous ne trouvez pas? Bon, donc vous voyez un peu le principe. Vous manipulez des points, des arêtes, des faces, et puis après, vous pouvez même aller plus loin, parce que on pourrait changer de mode et puis dire qu'on veut aller dans le mode Texture Paint. Là, on peut peindre sur une texture. Alors cet objet, il n'a pas encore une texture, alors il me dit attention, il n'y a pas de texture, alors vous faites OK, non? Enfin, ok, bon voilà. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute une sorte de surface sur mon objet 3D, sur lequel je vais simplement pouvoir peindre, c'est ce qu'on appelle la texture. Et parfois, dans un objet 3D, la texture, elle peut être à côté en fait de l'objet 3D, ou bien elle peut être intégrée dans la chose. Et ensuite, vous pouvez peindre sur votre cathédrale. Et là, voilà, je peins dessus. Alors nous, on a du grès des Vosges, c'est plutôt rose, orangé, je sais pas trop. Alors c'est peut-être dans. Et puis là, je peins dessus. Alors il y a tout plein d'options aussi, hein, sur le rayon avec lequel on peut peindre. Et on peut peindre aussi, mais je vais pas le faire. On peut peindre avec un stylet que je n'ai pas, que j'avais, qui était quelque part. Et donc le stylet, vous savez, ça c'est une tablette. Qu'utilisent des graphistes, et ça se branche en USB sur le PC, et ça gère aussi les niveaux de pression. Donc vous pouvez vraiment peindre comme si vous peigniez de façon classique et habituelle avec un pinceau. Et donc on peut peindre directement là-dessus. C'est quand même bien, hein. Même pour des enfants, l'idée de peindre sur des objets en 3D. Je me suis demandé tout à l'heure si on voit ce qu'on pense sur votre tablette, si ça reste des traces. Si ça laisse des traces, sur votre tablette, parce que où on met notre oui, alors ça, en fait, ça demande un apprentissage. Parce qu'effectivement, il y a un décalage entre où j'écris et puis où je regarde. Alors que quand on dessine sur un vrai papier, là où j'écris et là où je regarde, c'est le même endroit. Donc ça prend un peu de temps pour s'habituer à écrire à un endroit, écrire à un endroit et puis regarder autre part, qui est l'écran.
Mais ça va assez vite, en quelques heures. Si vous faites un trait comme ça, Ah, vous ouais, c'est tout droit. le crayon, et puis vous voulez recommencer à bout, à l'extrémité de ce trait. Donc comment vous savez où se trouve l'extrémité? Parce que vous voyez ça sur l'écran. Ouais, alors en fait, avant de placer sur la surface le pointeur, que je ne trouve plus, ah, il est là. Et malheureusement, je ne l'avais pas branché. Mais avant de le placer, je vois le curseur en fait. Il ne dessine pas encore, même si je ne touche pas. Si je me mets comme ça, je verrai le curseur et je serai exactement où je suis sur mon dessin. En fait, il y a une souris, c'est vraiment. Il n'y a plus besoin de regarder la tablette. On regarde que l'écran. C'est ça. Si tu manipules une souris ou tu manipules un stylet, c'est la même chose. Donc on voit où il est. Et malheureusement, j'ai oublié le câble. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas branché. Mais ça marche très bien, on n'est pas perdu. On sait très bien où ça va commencer à peindre lorsqu'on met la pression sur... et c'est que lorsqu'on met la pression du coup sur la tablette que ça va peindre, que ça va laisser la trace. Ouais. Et c'est effectivement bien parce que dans la réalité, dès qu'on fait des erreurs, c'est un peu difficile d'enlever, alors que dans le numérique, on peut réessayer tout plein de fois, on peut revenir en arrière et ça c'est super pratique. Alors vous voyez il y a aussi, on a aussi la possibilité, mais je vais peut-être pas le faire là, mais parce qu'en plus je vois plus grand chose là. Je suis encore en mode edit, je vais revenir en mode objet là et voilà. On a la possibilité de faire quoi? Ah oui, je ne vois pas en fait, c'est parce que c'est tellement... on a la possibilité ici d'uploader un modèle, c'est-à-dire de le télécharger quelque part, et on peut activer dans Blender le fait de télécharger automatiquement sur Sketchfab par exemple. Et donc du coup, j'appuie sur ce bouton-là, et puis le modèle que vous avez peint, machin, etc., il est en ligne, et vous pouvez le partager avec quelqu'un. C'est ce que j'avais fait hier, je vais montrer rapidement, on va revenir sur Sketchfab à la vitesse de l'éclair. Et ici je vais dans mes modèles. Donc là vous voyez par exemple, là c'était et c'est bien parce qu'on peut taguer la cathédrale comme ça. Dans la réalité c'est difficile, c'est pas bien. Donc voilà. Donc c'est pratique. Ouais, c'est tout ce que je vais vous montrer pour l'instant dans Blender. Alors il y a d'autres logiciels qui sont pas aussi puissants que Blender, mais qui sont un peu plus faciles ou bien qui sont axés sur certains usages. Il y en a un qui est assez facile qui s'appelle SketchUp, qui avait été racheté à un moment par Google parce qu'il voulait aider les gens à créer des bâtiments en 3D dans Google Earth. C'était ça l'objectif. Mais maintenant, ils sont sur d'autres technologies. Ils ont des avions qui scannent en fait les bâtiments maintenant. Donc, ça les intéresse moins. Et puis, ils ont revendu ce truc-là. Il y a une version gratuite de SketchUp qui s'appelle SketchUp Make. Ça, c'est la version gratuite. Et la version pro, elle coûte cher. Mais la version gratuite, elle est gratuite. Mais elle est quand même limitée. Mais on va voir comment ça marche très vite. Pour encore avoir une idée de... ok, je vais le lancer. Donc, Start Using SketchUp. Et on va faire quoi à votre avis ? On va faire une cathédrale. Donc, alors, ici, je vais choisir ça, Shape. Ok. Et ben, je vais me faire une cathédrale, c'est comme ça. Voilà. Sur Google Earth, la cathédrale est faite avec SketchUp alors? Peut-être, ouais. Alors, sur Google Earth, c'est un format qui s'appelle le KMZ. Et il est possible d'utiliser un autre logiciel et d'exporter en KMZ. Ça, c'est possible aussi. Donc, je ne sais pas si ça a été fait sur SketchUp, mais beaucoup de bâtiments ont été faits effectivement avec SketchUp. Donc, c'est quand même une probabilité. Ici, je vois qu'on peut push-pull. Ok, bon, quand je mets le curseur, je vois que ça semble être actif là. Et je push et j'ai déjà le rez-de-chaussée de la cathédrale. C'est magnifique. Ensuite, je vois que j'ai un crayon. Eh bien, je vais dire que je vais le parvis là. Et là, je prends comme ça. Et puis voilà, j'ai déjà fait cette partie-là. Alors, je vais reprendre sur de push-pull là. Et je vais, hop, là j'ai le truc. Ensuite, je reprends le crayon ici. Le fait d'avoir fait un trait, ça fait des sections.
Ouais, ça fait une face en fait. Ensuite, je vais reprendre le push-pull et hop, et puis... et alors après, j'ai eu un problème parce que, en fait, j'avais pas... Il a fallu que je prenne ici ça, et que je... pour faire la pointe. Là, et maintenant, j'ai ici un truc. Donc, si je prends ici l'outil bouger, ben, je vois que je peux bouger des surfaces, des machins, mais je peux aussi bouger un point. Et donc là, je peux faire ma flèche. Et ah bon, là, c'est un peu problématique, là, quand même. Est-ce que je peux push-pull, là, parce que... Là, on peut push-pull, là? Ah non, je peux pas push-pull par là? C'est quoi ce beans? Il faut peut-être enlever d'abord la coupole pour... Et il est où? Tu vois où? Ah oui, exact. Ouais, voilà. Bon, du coup, là, il faudrait que je le bouge aussi, là, parce que là... Ok. On va revenir, hein. Le problème de la 3D, c'est qu'il faut voir dans plusieurs angles, hein, parce que sinon, on peut avoir des trucs. En plus, elle est quand même vachement longue, maquette. Alors, pour le coup, on va à nouveau bouger. Sauf qu'il faut juste que je... Ouais. Ah, ça ira un peu mieux. Et pareil, la coupole, elle a l'air... Ouais, c'est un peu... Bon, parce qu'on l'a repris un petit peu... Ah ouais, d'accord. Voilà, bon, ça peut... Mais c'est pas très large. Hein. Moi, il faudrait que je... Oui, mais effectivement, c'est un trait. Parce qu'en fait, il faut que je laisse la place pour la deuxième flèche. Vous savez qu'il y avait une deuxième flèche qui a été faite. Mais en fait, comme c'est un vaisseau spatial, elle est partie dans l'espace, elle n'est jamais revenue. C'est une histoire qu'on ne raconte pas suffisamment souvent. Et alors, donc cet objet-là, maintenant, ben, vous pouvez l'exporter aussi dans différents formats, etc. Mais vous pouvez aussi preview in Google Earth. Et là, ça va ouvrir Google Earth. Et alors, vous pouvez les géolocaliser, mais je ne vais pas le faire parce que... Je ne suis pas certain que la cathédrale serait d'accord. Mais donc là, on offre aux États-Unis d'Amérique directement une cathédrale de Strasbourg. Ça, c'est de la générosité. Bon, alors après, il faut évidemment rajouter des textures, la couleur, etc. Mais comme ça, on peut quand même facilement faire des 3D ou des bâtiments. Par contre, on ne peut pas aller aussi loin que Blender. Je ne pourrais pas faire des sélections multiples de certains points. Et puis, enfin, on ne peut pas aller aussi loin. Mais bon, pour faire rapidement des choses, et en tout cas des bâtiments, ben, ça marche plutôt bien. Donc on ne va pas le garder, hein, ce n'est pas la peine. Ça, je vais l'arrêter aussi. Et puis on va voir d'autres outils. Alors, il y en a tout plein d'autres qui existent. Aujourd'hui, ce n'est plus les outils qui manquent. Il y en a vraiment énormément. Il y a Autodesk qui font des logiciels professionnels, mais ils font aussi certaines versions des outils qui sont gratuits. Et donc là, il y en a un que je vais montrer rapidement, qui cette fois-ci, on ne le télécharge pas, mais il marche dans le navigateur. Donc par exemple, pour des écoles qui ne pourraient rien installer, ils pourraient le faire, par exemple, avec des gamins, ce genre de choses. Donc la façon dont ça marche... ben, ça va utiliser les technologies WebGL justement qui nous permettent d'avoir de la 3D dans le navigateur, puisque là on est dans le navigateur. Alors cette fois-ci on a encore moins de possibilités, on ne va pas pouvoir modifier individuellement les surfaces, les points, les machins, mais par contre on a une collection d'objets et puis c'est avec ça qu'on va travailler. Et je vais peut-être changer un peu les pas là pour mettre ça. Donc ben, je prends un objet, voilà, et puis je vois que j'ai des poignées en fait qui vont me permettre de changer sa taille, sa position, etc. Alors je fais de nouveau le rez-de-chaussée de la cathédrale. Voilà. Alors nous, on veut du grès quand même. Donc on va choisir ça. Mais là, je ne peux pas manipuler individuellement les choses. Donc je peux faire CTRL-copie, CTRL-V. Et là, j'en ai un autre. Et comme j'en ai un autre, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je peux le soulever. Ok. Je peux l'amener ici dessus. D'accord. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est... Ah non, c'est raté. Ce que j'aimerais, c'est le... Voilà. Comme ça, pour avoir le truc. Et puis après, je pourrais encore... Qu'est-ce que je fais? Je pourrais encore ajouter ma flèche de la cathédrale. Donc là, il faudrait que je
Je change la taille ici pour faire quelque chose qui ressemble à ça. J'amène là. Après, j'ai tout plein de formes qui sont prédéfinies puisque je ne peux pas manipuler individuellement. Alors du coup, on me donne tout plein de formes que je peux combiner. Donc ici, je peux avoir une flèche de cathédrale. Et, okay, là, je vois qu'il y a une ombre qui m'aide un peu à la positionner. Donc voilà. Et après, je peux la descendre, mais il va falloir aussi... Oh là là. Il va falloir que je... Oups. Il va falloir que je... Donc c'est pas si pratique que ça, mais vous voyez qu'il y a très peu d'apprentissage quand même, quoi. Dans le sens où c'est juste des formes qu'on va assembler, et ça, quasiment tous les gamins arrivent à comprendre ce principe-là, sauf qu'il faut que je monte, et après que je redimensionne ce machin, etc., etc. Bon, je vais peut-être pas le faire complètement parce que vous avez compris que je suis pas très doué, quoi. Mais on peut changer la couleur aussi, et puis après, une fois qu'on a ce truc-là, on prend tout ce machin, et puis on groupe, et puis on a son objet, en fait. Ensuite, bon, c'est un peu raté, là, sur le coup, mais vous voyez un peu le principe. Et après, les gens peuvent publier leurs objets. Donc, un petit peu comme dans... donc, par exemple, là, j'en avais fait un. Et donc, un petit peu comme dans Sketchfab. Donc là, je peux avoir mon objet, je peux le partager avec des gens, avec une URL. Et puis bon, ouais, c'était pas... Voilà. C'est faisable. Et puis je peux rebricoler le truc. Hein. Si je fais Tinker this, Tinker c'est bricoler, hein, je peux de nouveau rebricoler et puis améliorer mon œuvre d'art de cathédrale. Et puis il y a un truc quand même qui est intéressant. On voit Download for Minecraft. On va faire encore plus simple. Download for Minecraft, ça veut dire que on peut aussi télécharger des objets et le mettre dans le jeu Minecraft pour les gamins. C'est bien. Hein. Et Minecraft, en fait, c'est un jeu, mais c'est surtout un jeu de construction. Et ça veut dire que les gens, quand ils jouent, ils sont aussi en train de construire de la 3D. Ils sont aussi des architectes. Donc on a toute une génération d'architectes 3D qui va arriver sur le marché, on va dire. Donc Minecraft, c'est un jeu. Alors les gens, ils font quoi? Hey guys, ils construisent. Donc juste une vidéo pour vous montrer un peu comment ça marche. Hein. C'est des cubes, il y a tout plein de cubes. Il y a un mode survie où c'est à vous d'aller chercher la matière. Et puis un mode création où vous avez tous les types de matériaux possibles dès le départ. Là, il est en mode création. Donc il a accès à tous les cubes. Et là, en fait, vous voyez, très rapidement, il place des cubes, il en enlève, il va chercher des cubes. Donc en fait, c'est vraiment... Là, il met des fenêtres, des cubes en forme de fenêtre. Donc en fait, c'est un Lego, mais avec un nombre infini de matériaux. Et dans les cours des collèges, tous les enfants parlent de ça, montrent ce qu'ils ont réalisé, etc. Et puis au final, on avance un peu. Et au final, ça commence à avancer, quoi. Mais du coup, il faut quand même réfléchir à où on met les fenêtres. Il faudrait que ça ressemble quand même à quelque chose de joli, ou en tout cas qui s'intègre au paysage autour, etc. Donc voilà, les gamins font ça, enfin pas que les gamins. Hein. Et après, ils ont des projets un peu plus ambitieux, puisqu'on peut avoir des serveurs multijoueurs, on a plusieurs joueurs. Donc par exemple, là, ils refont tout Amsterdam qu'avec des cubes dans Minecraft. Donc là, il y a tout plein de gens qui contribuent pour faire des maisons, des bâtiments, etc. Ça, c'est les petits bonhommes Minecraft, hein, ils sont aussi en format de cube. Hein. C'est stylisé, on va dire, hein, comme style. C'est stylisé cubique. Je vais voir où on est là. Ouais, ça passe super vite en fait. Donc du coup, on va arrêter ce truc-là. Donc vous voyez un peu le principe. Voilà. Alors, il y a des outils qui permettent, et on ne va pas les voir en détail, il y a des outils qui permettent de faire la passerelle entre Minecraft et les autres outils de création 3D. Donc, par exemple, eh bien, je pourrais avoir des objets 3D et ensuite les changer leur taille, par exemple, et les mettre dans Minecraft avec que des cubes.
Donc par exemple, ça c'est un truc de Star Wars là, et donc c'est énorme et on le replace dans le monde. Ou bien un truc chinois ici, ou bien une tasse de café là, mais qui peut être énorme dans le monde, etc. Donc il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a des outils aussi qui permettent de prendre des choses que les joueurs ont créées dans Minecraft et les sortir de Minecraft. Pour les mettre dans Blender par exemple, pour pouvoir le retravailler, ou bien pour en faire une impression 3D. Donc là par exemple c'est une statue, enfin c'est une tour Eiffel qui a été créée dans le... C'est pas une statue, une tour Eiffel, hein. Et puis voilà, et puis donc du coup on peut en faire une impression 3D, donc c'est pas quelque chose de complètement fermé. Ok. Du coup il y a aussi des logiciels qui se sont inspirés de cette idée de cube, puisque là c'est très simplifié, puisqu'on ne va plus manipuler des points, on ne manipule plus des surfaces, etc. Minecraft, c'est que je mets un cube ou j'enlève un cube. Je mets un cube, j'enlève un cube. On ne peut pas faire plus simple d'un point de vue conceptuel. On a maintenant des logiciels, surtout celui-là qui s'appelle Magica Voxel, qui lui est gratuit, open source aussi, et qui permet de reprendre cette notion de cube pour créer des objets en 3D, mais qu'avec des cubes. Du coup, on s'approche du pixel art. Vous savez, c'est l'art un peu simplifié 8 bits. Là, donc on se rapproche de ce truc-là. Donc par exemple, si on va voir à quoi ça ressemble rapidement. Non, c'est pas une voxel, c'est Magica. Ah ouais, ça va pas marcher parce qu'il faut que j'aille le chercher sur mon bureau parce qu'il est dans un dossier. Donc Magica Voxel, juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc vous commencez avec un cube et là l'idée c'est de refaire une cathédrale. donc vous prenez, alors il faut un peu bricoler, mais c'est en fait en bricolant on s'en sort assez vite. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, il faut essayer. Donc là il y a erase, ça veut dire effacer. Et là le B ça veut dire box en fait, si je laisse le truc dessus. Donc par exemple là je peux déjà commencer à enlever des choses. Donc là je peux vraiment sculpter finalement avec... donc ce que je vais faire, donc je vais revenir en arrière, j'aimerais quelque chose qui soit moins cubique. Là je vais enlever tout ça, là, hop, là, tac, et j'ai enlevé tout ça là. Et puis j'aimerais enlever aussi, si ça c'est le parvis, on va dire que ça c'est le parvis de la cathédrale, je vais enlever tous ces trucs là, je vais mettre là. Ok, et puis on va mettre la terrasse quand même, important. Donc je vais prendre ça et puis je vais l'amener jusque là, en gros. Et puis là on commence déjà à voir la forme. Et puis après on peut individuellement enlever les choses. Là on peut travailler individuellement là. On peut prendre des pixels colorés ici, puis on peut cette fois-ci les rajouter. Vous voyez, on peut dessiner dessus. Et il y a tout plein d'options aussi. On peut changer de couleur évidemment, mais je peux mettre aussi des options de miroir par exemple si je veux des trucs symétrique, je vois pas là. Voilà, là je peux faire des choses symétriques si je veux. Ouais. Voilà, donc il y a tout plein de possibilités. Là je peux rajouter en fait on peut aller très vite et puis faire des trucs sympathiques et des petits personnages et tout. Il suffit de bricoler avec et on peut même changer ensuite l'éclairage. On peut, par exemple si vous voulez, après on peut travailler sur le rendu. Et on peut rajouter des choses du style... c'était où ça ouais, par exemple là c'est en format Lego. Vous voyez, on voit les trucs en format Lego. Donc c'est enfin. C'est ça te manquait, hein. Ouais. Je comprends. Mais si on préfère les sphères, on peut aussi avoir des boules pour les gens qui préfèrent jouer avec les billes. C'est possible aussi. Mais c'est rigolo, vous voyez, c'est super simple. On peut aller très très vite et créer des choses. Et ensuite, on peut les exporter. Il y a un format d'exportation là. Et on peut l'exporter dans tout plein de formats aussi, qu'on va pouvoir ramener dans Blender par exemple, ou bien mettre sur Sketchfab, votre création. Et ce logiciel-là, il est utilisé par des gens qui font des vrais jeux, qui vendent en fait, des jeux professionnels, enfin des jeux indépendants. Parce que souvent, un développeur indépendant, il n'a pas beaucoup de temps pour faire des graphismes magnifiques. Donc il peut être amené à faire des graphismes sous la forme de cubes comme ça, comme le pixel art, pour aller très vite et avoir quand même des objets 3D qu'il peut insérer dans son monde. Donc voilà. Et Cubicle, c'est le même principe. Et puis encore une autre façon de faire qui se rapproche
de l'idée de la pâte à modeler, du coup de la matière. Et si on peut un peu simuler ça, et là il y a un logiciel qui est gratuit, il n'est pas open source mais il est gratuit, il s'appelle Sculptris. Alors Sculptris, voilà, on va le lancer, et puis cette fois-ci on vous donne une grosse boule de pâte à modeler. Et cette fois-ci, en fait, avec votre souris ou votre stylet, si vous avez une tablette, en fait voilà, vous rajoutez de la pâte à modeler. Là, je sais pas, ça peut être une moustache et une bouche. Et puis vous voyez, vous avez tout plein d'outils. Là, par exemple, vous pouvez enlever de la pâte à modeler, là, tiens, là, pour faire voilà. Ah oui, on va lui faire une sorte de cortex cérébral, là, un peu un alien. Et puis, etc., quoi. Donc là, on se rapproche de la sculpture. Et c'est aussi facile. Et puis, vous pouvez aussi exporter ici. Vous pouvez importer des objets 3D et puis les travailler comme ça et les exporter. Voilà. Si on veut voir des exemples de ce truc-là, si je tape Sculptris, donc quand on prend le temps de ce que ça donne, je vais taper Sculptris, qui est le nom de ce logiciel, pour avoir des idées. Et puis images. Et on peut faire des trucs sympas. Par exemple ça. Et donc ça, c'est sculpté comme ça, en rajoutant de la matière, en enlevant de la matière. On peut aussi le faire dans Blender, mais c'est plus simple évidemment, c'est un peu plus spécialisé sur ce logiciel-là. Ouais, et puis il fait d'autres trucs un peu bizarres. Ouais. Bon là, il a sculpté dans Sculptris et après il l'a ramené dans Blender pour faire le rendu. C'est-à-dire les éclairages, ce genre de choses, pour faire l'image finale. On appelle le rendu. Ok. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Donc finalement, il y en a tout plein, des façons de faire. Soit traditionnelles, on manipule les différents éléments de la surface, soit sous la forme de cube, soit sous une forme de pâte à modeler qu'on ajoute ou qu'on enlève. Et du coup, on crée des objets. Et tous les objets qu'on a vus ici, on peut après les publier dans Sketchfab, par exemple, et donc les partager avec le reste du monde. Tout ça, c'est possible. Et il y a une autre façon de faire qui est celle de scanner des objets réels, cette fois-ci pour en créer des objets 3D. C'est évidemment ce que vous attendez tous pour créer votre selfie. Donc nous allons bientôt passer à ça. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est l'historique, c'est en tout cas de ces capteurs pour le grand public. C'était une console de jeu qui s'appelle la Xbox, et il y a un accessoire qui s'est très bien vendu qui était la Kinect, qui permettait de jouer avec son corps et de ne pas avoir de contrôleur, mais de contrôler le jeu avec son corps. Et ça marche par le fait qu'il y a une caméra à profondeur de champ dans ce périphérique qui permet de voir ce qui est devant, ce qui est derrière, et en fait, du coup, d'avoir une notion de la 3D, d'une notion de ce qui est devant soi d'un point de vue des volumes. En général, ça envoie une sorte de damier qui est invisible, et en fonction de la déformation, l'ordinateur est capable de reconstituer la 3D, et puis la 3D aussi qui est en face de soi. Alors, j'ai oublié un truc avant de parler des scanners. En fait, j'ai oublié celui-là. Ouais, je vais peut-être le dire quand même. L'autre possibilité de faire de la 3D sans passer par un scanner, c'est prendre tout plein de photos et d'avoir un logiciel qui va essayer de déterminer quel est l'objet 3D si on lui donne des photos vues de tout plein d'angles différents. Alors là-dessus, vous avez un logiciel qui est gratuit qui s'appelle 123D Catch, d'Autodesk aussi, sur lequel, alors est-ce qu'il se rappelle de moi ou pas lui? Non, il se rappelle déjà plus de moi, c'est fatigant, pourquoi il ne se rappelle pas de moi? Bon, il ne se rappelle pas de moi. Mais donc dans ce logiciel-là, vous avez aussi un bouton Upload, comme dans tous les logiciels, et là vous lui donnez tout plein de photos de l'objet que vous avez pris en tournant autour, et vous prenez tout plein de photos et vous leur donnez les photos, et le logiciel il va essayer de reconstituer l'objet en 3D. Genre combien? Alors ça peut être jusqu'à une centaine de photos, hein. Toi tu fais combien de photos en général? On a un spécialiste qui utilise ce logiciel là avec Blender, et je vais vous montrer deux exemples. Ça peut être je sais pas, 6 photos au départ, ou il y en a avec 6 photos t'arrives? Avec des centaines de photos. Avec 6 photos, la machine fait quelque chose avec? Ouais, ça dépend du modèle. Des exemples. Tout carré ou une forme simple, disons, par rapport à une forme compliquée? Non, c'est vraiment les objets, une petite statuette. Je pense qu'il va montrer un exemple là,
Ouais. Alors vous avez compris qu'on était dans le thème de la cathédrale, donc on va y rester. Donc ça, je pense que vous le connaissez, ce truc-là, c'est quelque chose. Vous avez déjà vu ça? En fait, c'est sur approche d'une des portes, la porte de droite, quand vous êtes devant le paradis. C'est qui? C'est ça, c'est 6 photos. Ah, 6 photos. Je crois que c'était le nom de la gargouille. Ah, 6 photos, ouais. Bon, tu l'as quand même retravaillé ensuite dans Blender, hein, c'est ça? Parce que tu avais quoi? Tu avais des choses qui manquaient? Enfin, c'était, la surface était complète? Après, le logiciel, en fait, il sort un nuage de points assez complexe. D'accord. Il y a des petites imperfections qu'il faut retoucher, et puis c'était aussi pour retravailler les textures. Les effets de brillance et de... ça par rapport à la photo, c'est des effets 3D que tu as rajouté. D'accord. Mais en tout cas, c'est génial hein, de pouvoir avoir... Donc là, c'est... Nous, on a des gouttières stylisées chez nous. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Mais on voit que c'est une photo, parce que là, on voit un truc qu'on n'aurait pas voulu mettre, qui est une gaine électrique ici à côté. Donc voilà, le fait de pouvoir faire ça avec des photos. Alors moi j'ai fait 2 tests, mais c'était pas super concluant chez moi, mais je crois qu'il faut effectivement pratiquer et puis et le faire dans des bonnes conditions, d'éclairage aussi, puis uniformément par rapport à l'angle des photos et tout ça. Mais le fait qu'on puisse déjà faire ça avec des photos et que ce soit gratuit, accessible à tous, c'est pas mal. Alors j'ai mis en fait 2 liens pour ceux qui veulent tester ces techniques-là. Il y a celui-là et celui-là. Les 2 sont gratuits. Ces 2 logiciels sont gratuits. Et il y en a un qui est un logiciel professionnel. Celui-là, il est gratuit seulement 1 mois après, il est payant. Et il va plus loin apparemment que les autres. Voilà. Et donc l'autre possibilité, cette fois-ci, c'est d'utiliser un scanner. On en avait parlé tout à l'heure. Et c'est en train de se démocratiser, ces idées de scanner. On commence à les voir maintenant dans des ordinateurs portables. Et on va les voir dans des tablettes et on va les voir dans des smartphones aussi. Mais ça, c'est très récent. Je vais essayer de trouver un truc. Alors, je crois que c'est peut-être celui-là. Par exemple, il y a... Ça ressemble quand même déjà à quelque chose de... Don't tell anyone what you've seen. Have you seen what's in there? Intel, this is where it all changes. Donc en fait, il y a tout plein d'acteurs aujourd'hui qui essaient d'intégrer des capteurs comme la Kinect en fait, mais dans les appareils. Donc dans les portables ou dans les tablettes. Il y en a un autre qui est rigolo aussi, et où on peut voir un peu l'idée. At Intel, they have technology that's in with 3D. Here's my good side. Here's my other good side. And you just can't see it. Intel, this is where it all changes. Donc ça c'est un geek, hein, un vrai geek. Par contre j'avais pas vu ça. Voilà. Et donc on peut s'attendre effectivement à ce que la prochaine fois qu'on va aux États-Unis, ils nous prennent notre photo, comme c'est déjà le cas aux frontières, mais ils pourront bientôt aussi prendre une empreinte 3D en fait de notre visage pour mieux déterminer l'identité des gens. C'est possible. Voilà. Et donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est cet outil-là maintenant. Donc dans cet outil-là, c'est un capteur qui est ici. Là, je le branche sur une tablette et on va essayer de créer un scan d'un objet. Alors, plutôt que la tête, pas que la tête. Ouais, plutôt que la tête, ouais, c'est pas mal que la tête. Donc, tu as défini ton cube. Et ok, c'est parfait, ça enregistre, ouais, c'est magnifique. Et quand tu veux commencer, tu feras son scan. Par contre, de temps en temps, il y a un bandeau bleu qui te dit de plus bouger parce qu'en fait, il prend une photo pour la texture.
D'accord. Donc là, il vaut mieux donc rester je suis, figé. en fait, c'est et après, tu continues. Et chaque fois que tu vois le bandeau bleu qui te dit d'accord, donc ne on va plus bouger, on va marcher dans voilà. la direction. Et après, donc il faudra tourner tout autour. Et après, tu verras, il manquera probablement des sous le menton, et au-dessus de la tête. Et là, tu fais comme ça. Et par exemple, le sens, est-ce que ça c'est important? Non, ou tu peux. C'est bon. Comme tu veux. Okay. Donc, On y va? Bah, tu peux y aller. Tu peux tester. Là, je pense que tu peux continuer parce qu'il n'y a plus de bandeau. D'accord. Je dis juste ça comme ça. Ok, là c'est bien. Tu vois, il est parti de bandeau. Donc en fait, il a pris une photo. Donc à la fois, il essaye d'obtenir la 3D de l'objet. Et puis de temps en temps, il prend une photo pour prendre la texture qu'il va appliquer automatiquement sur l'objet. Ok, c'est bon. Donc ensuite, ouais, effectivement, il faut essayer de voir là où ça a été difficile, là où il y a des trous à combler. Et là, quand tu as fini, tu fais stop. Voilà, c'est ça. Ok, donc là maintenant, tu as déjà un premier, tu peux te lever maintenant. C'est bon. L'opération est finie. Bien. Donc là, tu as t'as carrément ton buste. Là, tu as le buste en 3D. Et maintenant, si on appuie sur, et c'est pas mal, hein, je trouve que ça correspond au personnage. Et si on appuie sur Color View, là, il va commencer à appliquer. Il y a déjà une première version de la texture, c'est pas mal. Bon, là, tu es un peu soldat, là. Première version de la texture, et puis maintenant, il est en train d'affiner. Donc il fait des calculs pour affiner tout ça. Donc là on le voit ici là. Wow. Vous pouvez maintenant l'avoir en 3D, même quand il n'est pas disponible. Ça fait toujours des trucs assez bizarres avec les yeux, je trouve. Ouais, parce que il faut arriver à pas bouger. Il a peut-être du mal à voir les pupilles. Et après, ce scanner-là, il coûte pas très cher, il coûte 300 €. Si vous voulez des scanners professionnels qui sont là, ça vaut dans les, je crois que c'était 13 000 €. Ouais. Mais c'est en train de se démocratiser. Là, c'est déjà pas mal, hein, regardez. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Je dirais que je suis plus talentueuse que vous. Ouais, moi, je le dirais aussi. Non, mais tu t'es trouvé une carrière, là. Enfin, une vocation. Finalement. Métier scanneuse de gens. Ah, franchement, je suis effectivement super impressionné. Donc là, tu peux lui envoyer par email. On va t'envoyer. Après, tu pourras me l'envoyer à moi aussi. Je le mettrai sur Sketchfab, comme ça, on te verra. Soi. Pardon? On peut mettre son propre soi dans un jeu vidéo, par exemple? Oui, on va pouvoir en tout cas. C'est pour bientôt. Et je crois c'est son email par contre. Ah oui, c'est vrai. Je prends comme ça, là, en rase-mode, ça va. Vous pouvez rajouter le vôtre. Ah oui, je peux le faire en copie, c'est magnifique. Alors. C'est parfois difficile de se concentrer lors de ces ateliers. Alors, on va faire envoyer. Et du coup, je vais le recevoir, je vais tout de suite le mettre sur Sketchfab si tu veux. Comme ça. Ok, ben quelqu'un d'autre? Je vois bien. Qui Skype ou comme vous voulez. Ok. Qui pourrait Tu veux l'experte ou Et c'est vrai que je suis impressionné quand même. Qui c'est qui veut essayer? Tu veux essayer de scanner? Ouais, c'est marrant. J'enregistre ou... C'est en train d'enregistrer. Ouais, tu peux enregistrer. Après, je mettrai juste un exemple. On l'a dit, il faut que vous réfléchissiez à qu'est-ce qu'on peut bien faire. C'est ça, avec je dois... C'est bon. Un selfie 3D, c'est très important d'un point de vue pédagogique. Donc en fait, on peut scanner d'autres scan objets. pour commencer. On peut faire une super classe virtuelle. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais voir si je On peut se lancer des tomates sans danger. Bouge plus.
Pas bouger la bouche du tout. Quand il y a le bandeau, il faut t'arrêter. Sous le manteau. Attends. En fait, il va falloir que je... Qu'on y aille. Non. Il faudra que je connecte à Internet pour que les emails partent en fait. Effectivement, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, pardon, je suis en train de... Voilà, Il y a encore un trou. C'est bon? Je sais pas, essaye de refaire le tour pour voir. Là t'es trop proche, quand tu vois que le blanc part, c'est que t'étais trop proche. Là il y a un trou dessus que tu peux combler si tu veux. Si t'arrives à étendre tes bras. La tête au-dessus de la tête. Ouais, en étendant les bras. Étendez vos bras. Et sans être trop proche, là t'es trop proche. Tu vois. Avec les coudes. Les coudes tout droit. Comme Superman dans le film. C'est comme ça. Voilà. Et devant, c'est bon? Tu peux... Alors si tu veux arrêter, tu as un bouton stop, le carré. Sinon, là, je pense que... C'est bon. Oh là là. C'est quoi? Il a neigé là. Je pense que c'est parce que tu bouges très vite. Ouais, c'est ça. On dirait une statue de Marie de 14e siècle. Ben, du coup, tu restes la grande gagnante des scanners. Ouais, tu restes la grande gagnante. C'était prévu comme ça. Et il y a quand même des trous. Hein. Ouais, je bouge trop vite. Ouais, je pense que c'est trop vite. Maintenant, on va rajouter la texture. Ah oui, je suis bien curieux. Au final, c'est bon. Au final, ça et encore, c'est pas encore la bonne texture. Il est en train de travailler. Hein. Quand il sera 100%, ça sera encore meilleur. C'est bon. Si on la reconnaît en dessous. Waouh. Oui. Oh, c'est pas mal ce scan. Mais c'est que pour le truc d'Apple ou c'est pour tout le genre de tablette on peut le mettre sur un Android aussi, même sur un PC. Okay. Là, simplement, le câble, il est... Donc là, il est en train de venir. Énorme. Ouais. Est-ce que vous avez essayé d'imprimer l'image de 3D? On peut faire une impression 3D, mais il faut une imprimante 3D. Oui. Il y en a au Shadok, non? Il y en a au Shadok. Ah oui, c'est bon. Vous voyez? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que les yeux, c'est pas d'amant. Au final... Selfie 3D. Parce que les yeux, c'est pas vraiment bizarre. Ouais, c'est pas très bizarre en fait les jeux. Ouais, c'est vraiment bien. C'est pas mal. Ouais. Donc là, maintenant, on va l'envoyer. Et tu me feras copie aussi, j'essaierai de le mettre sur SketchUp et je t'enverrai le lien. Ok, super. Puis je pense qu'on va arrêter d'enregistrer. Je pense qu'on a compris le principe.